Les avis divergent dans la classe politique congolaise après la sortie médiatique de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, qui a critiqué farouchement la gestion actuelle du pays. Nous parlerons également de Constant Mutamba avec le dossier détournement, prétendu détournement de 39 millions de dollars américains. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre à travers le monde. Bienvenue dans ce numéro de Face à la presse qui a le plaisir de recevoir Monsieur Fanuel Nsenga. Il est analyste politique. À qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christian, bonsoir aussi à vous téléspectateurs. Émile Mouyaya, bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher Christian, bonsoir également à Monsieur Fanuel, mais également à tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent. Alors, je venais de l'annoncer, c'est une pluie de réactions au sujet du discours tenu il y a peu par Joseph Kabila Kabange. Quelle analyse de faire de son discours, mais aussi de réactions émanant de l'Union sacrée de la nation. Monsieur Fanuel Nsenga, avez-vous suivi le sénateur Avi lors de son discours? Merci pour la question. J'ai personnellement bien suivi l'ancien président de la République. Je l'ai très bien suivi. Je peux même dire que je l'ai suivi religieusement. Je l'ai suivi religieusement et j'ai eu à analyser dans tous les plans, ou sur tous les plans, le discours. Je l'ai analysé sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique et même sur le plan criminologique. Donc je l'ai analysé dans tous les sens et je crois que j'ai fait partie des gens qui vont être mieux placés pour essayer un peu de décortiquer ces discours que moi j'ai trouvé à côté de la plaque. À côté de la plaque par rapport à quoi? Parce que simplement il a brandi la faiblesse de la gestion actuelle du pays. Non, bon, je ne sais pas, lorsque vous analysez, même les 12 points qui semblent être des points pistes des solutions essentiels, pour lui. Pas pistes des solutions comme telles, je crois que c'est des points sur lesquels on travaille déjà. Et vous allez comprendre déjà qu'il n'a fait qu'enfoncer des portes qui étaient déjà ouvertes. Je n'ai pas vu du nouveau dans tout ce qu'il a eu à évoquer dans les 12 points. Mais laissez-moi d'abord... Voulez-vous vous approprier ces 12 points déjà? Non, pas s'approprier. La vedette, pas s'approprier. Je crois qu'il a trouvé... Il n'a fait que répéter ce qu'on fait déjà, ce que le gouvernement est en train de faire déjà. Qu'est-ce qu'on ne fait pas de ces 12 points-là? Rien. Alors, laissez-moi d'abord vous dire les 4 éléments que j'ai eu à tirer de ces discours-là qui m'ont laissé perplexe, que je n'ai pas compris. Et ces 4 éléments m'ont amené à ne pas reconnaître Joseph Kabila, que j'ai connu durant 18 ans. Le premier élément, c'est l'ambiguïté sur son soutien au M23. Est-ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait raison de prophétiser déjà en son temps qu'il était derrière AFC M23? A-t-il confirmé dans son discours qu'il était derrière le M23? C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire quoi, lorsque vous analysez son discours, il ne vous donne pas clairement sa position par rapport au M23. Il ne dit pas qu'il est avec le M23, il ne condamne pas non plus ce M23. Pourquoi je dis que cette ambiguïté? C'est parce que quelque part dans son discours, il a légitimé la lutte du M23, qui lui a qualifié d'une lutte légitime. Vous voyez? Et ça, c'est grave pour un ancien président de la République. C'est très grave. Des deux, lorsque vous passez par la situation sociale que cause cette guerre à l'Est, causée par le M23, soutenue par le Rwanda, il n'a pas fait allusion à la crise humanitaire. Il n'a pas fait allusion à la crise humanitaire lorsque nous savons qu'il y a eu quand même plusieurs morts. Si uniquement à Goma, on parle de plus de 3000, qu'en est-il de toute la partie occupée par les rebelles? Il y a eu plusieurs milliers de morts. Et ça m'étonne que Joseph Kabila ne puisse pas compatir avec la RDC tout entière et même les familles éprouvées de ce côté-là. Et
il vous souviendra, vous savez aussi, comme moi, comme tous les Congolais, comme tout le monde entier, qu'il y a des millions de déplacés à l'Est à cause justement de cette guerre. Mais curieusement, Joseph Kabila n'a pas évoqué. Il n'a pas évoqué ça. Et ça, c'est grave pour un ancien président de la République qui s'est dit aimer le Congo, avoir la passion pour le Congo. Il va aimer le Congo sans aimer les Congolais, dont le sang coule tous les jours à l'Est, qui vivent dans la misère la plus noire. Donc lui ne les aime pas. Il n'a aimé que le Congo. C'est un paradoxe. Lorsque vous allez, troisièmement, parce que j'ai relevé 4 points, c'est un discours, à mon avis, qui cachait un grand risque. Le risque de déstabilisation politique, parce que dans ce discours-là, vous voyez que quelque part, ça pouvait raviver facilement des tensions politiques au niveau interne et même nuire à la stabilité du pays. Parce que les gens, d'abord, ils l'ont longtemps attendu, et puis de deux, chacun l'a entendu selon qu'il pensait. Il y en a qui se disaient, c'est peut-être lui qui est venu donner le go pour qu'on se lance dans la violence politique, notamment. Alors ça, j'ai trouvé ça scandaleux, personnellement. Quatrième et dernier point, c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'il a voulu parler pendant ce temps pour essayer de trouver un positionnement politique? Parce qu'il vous souviendra qu'il était déjà presque effacé politiquement. Il avait pris l'option du silence, qui, à mon avis, il a trouvé que ce n'était pas intéressant. Il décide, cette fois-ci, de sortir de son silence. Est-ce que, par cet acte, il cherche un positionnement politique? La question reste pendante. Alors, M. Faniel, parce que vous venez de terminer avec vos 4 points majeurs, ouais. Selon que vous avez pu suivre ce discours, pourquoi voudriez-vous que M. Kabila puisse émettre le même son que vous, qu'il veuille la nature de la chose que vous, alors qu'ici, il a parlé en tant qu'ancien chef de l'État, il a eu à gérer le pays pendant 18 ans, et il a eu à faire une analyse correcte et le tableau vous a été opposé. Vous n'avez pas dit exactement que Kabila s'est menti. Ça, c'est de un. De deux, dans tout son discours, il regrette le fait que tout l'héritage qu'il a pu construire pendant les 18 ans, s'est torpillé pour le moment. Est-ce qu'il n'a pas rencontré l'assentiment de tout un peuple comme la RDC, parce que tout le monde dit presque la même chose, que ça ne tient pas au pays? Je ne pense pas qu'il a rencontré l'assentiment de tous les Congolais, parce que d'abord, c'est un discours qui est presque passé dans les oubliettes. Comment ça? Oui, laissez-moi vous dire que c'est tombé dans ce qu'on appelle oubli politique. D'après vous? Si c'était tombé, vous n'auriez dû pas relever le point qui vous semble être négatif dans votre discours. Non, écoutez, lorsqu'il y a une question posée devant une matière quelconque, il faut dire la vérité qu'on a suivie. C'est comme ça, moi je suis en train de répondre par rapport aux besoins que vous avez de vous dire ce qu'il y a eu exactement par rapport à ce discours. On a quand même le droit d'orienter ou de recadrer Joseph Kabila par rapport à son discours. Vous voyez? Tout simplement parce qu'il y a des points qui doivent nous mettre d'accord. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit sa position, quelle que soit sa frustration. Parce que là aussi, ça fait partie des problèmes. Mais qu'est-ce qui devrait changer si jamais il avait condamné M. Faniel? Oui. Qu'est-ce qui devrait changer immédiatement si jamais il avait condamné le M23 par rapport à tout ce qui se passe? Vous vous attendiez à quoi? Non, sur le plan psychologique, ça doit jouer dans la tête du Congolais. Parce que chaque Congolais attendait. Parce que le M23 aujourd'hui, soutenu par le Rwanda, qui est en train d'endeuiller la République démocratique du Congo, lui, il a lutté contre le M23. Vous voyez? Il a lutté contre le même mouvement. Qu'est-ce que nous pouvons maintenant comprendre si hier vous avez combattu le même mouvement et aujourd'hui vous donnez une position de soutenir ce mouvement-là? Qu'est-ce que nous allons comprendre? N'est-ce pas une ambiguïté? Il n'a pas dit qu'il a soutenu le mouvement. Non, écoutez, il ne l'a pas non plus condamné. Lorsque quelqu'un ne condamne pas, et puis lorsque quelqu'un manifeste un certain appui ou bien une certaine légitimation du mouvement, lorsqu'il dit, par exemple, que cette lutte-là est légitime, nous concluons qu'il soutient
lui aussi cette lettre. Parce que vous, à votre niveau, avec votre moralité, vous ne pouvez pas déclarer quelque chose de légitime si vous êtes contre cette chose. Monsieur Fanuel, vous attendiez à ce que l'ancien président puisse condamner l'agression rwandaise, réconforter la population victime. Ouais. Pensez-vous que c'est ce qui est important alors que vous, qui avez le pouvoir, devrez libérer la population qui se retrouve sous occupation des agresseurs entre une simple déclaration ou condamnation d'un chef d'État et vous qui avez le pouvoir, mais visiblement la situation semble être statique. Qu'est-ce qui serait souhaitable? Non, écoutez, je crois que le gouvernement fait son travail. La guerre, deux fois, on peut savoir quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle finit. Il y a déjà un travail qui est en train de se faire. Depuis d'ailleurs un certain temps, vous ne parlez plus de progression du M23. Mais ça ne peut pas vous enchanter. Non, ça ne nous chante pas non plus. Nous, l'agresseur c'est pour vous dire. Pas, non, c'est vous vous frottez le main. Non, c'est pour il faut chasser. C'est pour vous dire qu'il y a un travail qui est fait qui empêche cette progression-là. Il ne faudrait pas attendre seulement quand ils font un pas en avant et qu'on applaudisse. Non, quand ils font aussi du surplace, il faut applaudir. La population doit applaudir. Oui, il faut dire qu'il y a quelque chose qui les a stoppés. De la même manière qu'on les a stoppés, c'est comme ça qu'un jour, on va les mettre hors d'état de nuire. Cette population qui est prise en sandwich doit applaudir. Non, il ne s'agit pas ici d'applaudir ce qui n'est pas à applaudir. Mais lorsqu'il y a quand même arrêt de cette avancée-là, je crois à mon avis, ça mérite les applaudissements. Parce que de la même manière que on les arrête, on peut aussi les mettre hors d'état de nuire. Donc ici, moi, à mon avis, Joseph Kabila, en tant qu'ancien président, en tant que l'une des personnalités qui ont lutté contre le M23, je crois, à mon avis, qu'il devrait carrément, à l'unanimité avec tous les Congolais, condamner justement. Monsieur Faniel, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire, au regard de tout ce qui se passe, surtout par rapport aux points importants soulevés par Joseph Kabila, est-ce que réellement l'Union sacrée a le plein pouvoir? Vous contrôlez réellement quelque chose? Non, par rapport au point qu'il a évoqué. Quel est le point, selon vous, que vous pensez qu'on ne contrôle pas? Il a parlé d'abord le point de l'armée qui aujourd'hui, dans beaucoup de cas, il a dit l'armée est vilipendée, alors que lui, en son temps, il a dû former et guider cette armée au front, et même le M23 a été de fait en 2023, contrairement à ce qu'il y a aujourd'hui. Je crois que même lui, en son temps, il a fait beaucoup d'années en train de se battre contre le M23. Au moment où nous sommes aujourd'hui, nous sommes, je crois, à environ 2 ans. Mais rentré à son époque, s'il a fait combien d'années pour arriver à ces ententes-là? Donc, d'après vous, vous pensez que dans tout ce que Joseph Kabila Kabange a eu à dire, vous ne vous rapprochez de rien, il n'y a rien de point positif dans tout ce qu'il a dit? Bon, moi je crois qu'il ne s'agit pas seulement de l'Union sacrée qui pense qu'il n'y a pas eu de grandes choses. Je crois que c'est tous les peuples congolais qui réfléchissent dans ce sens. Vous êtes parti dans une enquête quelconque. Non, c'est pourquoi j'ai parlé de l'oubli médiatique. C'est pourquoi j'ai parlé de l'oubli médiatique de ce discours-là. Lorsque vous voyez, même dans les chefs de la population, il n'y a pas eu des grands mouvements qui ont suivi ce discours-là. C'est un discours oui, après, qui est passé comme ça. Vous voyez? D'abord, les gens fatigués. Est-ce que vous savez que les Congolais étaient déjà fatigués de Joseph Kabila? Soit dit entre nous. Les Congolais étaient déjà fatigués. Et de même, je ne pense pas qu'ils attendent. Actuellement, ils sont satisfaits de votre gestion. Ah, moi, ils ne vous diront pas qu'ils sont fatigués de Félix. Déjà, non, ils ne vous diront pas. Alors, Kabila est arrivé à Goma. Les Congolais ont, c'est vrai, des attentes, mais ils ne vous diront pas qu'ils sont fatigués de Félix Tshisekedi. Alors, il est arrivé à Goma, et depuis le week-end passé, conformément à ce qu'il avait dit, certainement, c'est quoi votre analyse? Pourquoi il a souhaité passer par Goma? Parce que, au dernier jour, vous diriez que Félix Tshisekedi était prophète. Il avait annoncé l'arrivée de l'ancien président. Il avait confirmé, sans embâche, que Joseph Kabila, c'est lui l'AFC. C'est lui l'initiateur.
Et aujourd'hui, Joseph Kabila l'a prouvé. Il a confirmé ce que le chef de l'État avait dit, qui était critiqué par tout le monde. Donc ici. pour vous, tout Congolais qui passerait par Goma, excusez, et de mèche avec le M23. Non, il faut voir l'accueil qui lui a été réservé. Vous avez par le M23. Vous avez il faut voir par la population la sécurité montée. Monsieur Faniel, par M23 ou la population? Par le M23. Avez-vous vu ces images par le M23. Nous avons vu son accueil, comment ça a été organisé par le M23. Nous voyons également comment sa résidence est sécurisée par le M23. Nous voyons comment il est en train de visiter les activités du M23. Qu'est-ce qu'il faut pour... Mais est-ce que ce n'est pas la position, la gouvernance de Kinshasa qui a fait en sorte que Kabila puisse se radicaliser totalement? Donc vous confirmez que Kabila... Les journalistes ne confirment pas. Nous ne confirmons pas, nous sommes en train... Voilà, c'est une question. Si vous posez cette question, si je me mets dans la peau de celui qui va réfléchir comme vous le faites aujourd'hui, ça veut dire que quelque part Kabila a voulu répondre à tout ce qui est lancé contre lui. Qu'est-ce qui est lancé contre lui? C'est dans ce sens. C'est-à-dire qu'il a souffert de cet étiquetage. Comme nous disons chez nous en criminologie, cette théorie-là de l'étiquetage, lorsqu'on dit tel est voleur, et d'emblée, il s'est dit, comme je suis comme ça, il faudra que je commence justement à voler parce que les gens savent déjà que c'est ça qu'on peut comprendre. Est-ce qu'il a choisi d'aller à la rébellion parce qu'on avait dit qu'il est dedans? Je ne pense pas qu'à son niveau, il peut réfléchir dans ce sens. Mais vous avez suivi... Il est parti, il était obligé d'y aller. À mon avis, il est allé essayer de voir la chose qu'il avait commencé. C'est pas ce que Chadari a dit. Chadari a dit que Kabila se retrouve à Goma justement parce qu'il est en train de pouvoir consulter les uns et les autres comme l'ont fait précédemment les prêtres catholiques. Est-ce que vous savez que Kabila laisse dans l'ambiguïté même ses proches sur le plan politique? Vous êtes avec eux? Est-ce que vous savez que Chadari était candidat président de la République, mais il ne savait pas que Kabila n'était pas avec lui? Ah bon? Ah oui. Vous le saviez? Révèle-nous quelque chose. Non, est-ce que vous voulez insinuer? Voulez-vous insinuer sur ces plateaux? C'est que plusieurs n'étaient pas avec lui. Il était avec qui donc? Parce que lorsque vous regardez, même la campagne électorale de Chadari, ne va pas vous montrer qu'il s'agit d'une campagne de gens quand même qui ont fait 18 ans au pouvoir. Parce qu'en principe, Chadari devrait être soutenu par sa famille politique. Voulez-vous bien dévoiler les noms avec qui Kabila était sous prétexte d'être de mèche? Il n'avait personne. Comment ça? Il n'avait personne, même pas Chadari. Mais c'était son dauphin. C'était son dauphin, mais abandonné. Chadari était abandonné. N'était-il pas avec... Chadari est arrivé ici. N'était-il pas avec quels moyens? Monsieur Fanuel, n'était-il pas avec l'actuel président de la République? Non, comment il pouvait être avec lui? Parce que lui était dans une opposition farouche, j'allais dire. Donc c'était impossible qu'il soit avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. Ça, avec il faut même pas y penser. Cette passation pacifique du pouvoir, qu'est-ce que cela pourrait sous-entendre? Non, la passation pacifique, je crois que était une obligation après les résultats. Une obligation? Oui. Alors que lorsque quelqu'un a gagné la chance vous êtes de se maintenir au pouvoir. Ah bon? Ah oui. Donc c'est une passe en or. C'est pas une passe en or, une obligation constitutionnelle, parce que lorsque un candidat a gagné les élections, vous qui êtes aux affaires et qui arrivez à votre fin du mandat, vous devez céder le bâton à celui qui vient de gagner. Alors, parmi les 12 points des sorties des crises, il parle de l'instauration de la paix. Pensez-vous que c'est quand même idéal que la paix puisse mettre autour d'elle toutes les couches sociales? Est-ce qu'il n'a pas dit une chose et son contraire? Parce qu'à mon avis, si Kabila voulait la paix à l'Est, il devrait se taire. Mais ce n'est pas à vous de lui imposer l'attitude à afficher. Nous lui Comme vous, personne ne peut vous l'imposer. Nous ne pouvons pas lui imposer cette attitude, mais nous pensons que c'était une attitude idéale pour lui, si réellement il voulait la paix. Parce que l'option qu'il vient de prendre, c'est une option qui va plutôt attiser le feu, ça ne va en rien résoudre le problème. En quoi ça va résoudre? Parce que déjà, il a pris sa partie. Je crois qu'à mon avis, lui devrait faire un effort pour rester au-dessus de la mêlée en tant qu'ancien président de la République.
Il devrait être au studio de la mêlée, essayer, pourquoi pas, de réconcilier les deux parties, c'est-à-dire le régime en place et la rébellion soutenue par le Rwanda. Ça, c'est d'un un. Des deux, je crois qu'en cédant, ou pas en cédant, en procédant à la passation pacifique du pouvoir dans ce pays qui, c'était pour la première fois de son histoire, je crois qu'il avait quand même gagné quelques points sur le plan de sa notoriété à travers le continent. Il pouvait peut-être jouer ces rôles-là de diplomate pour appuyer dans le cadre de la paix. Il devrait se taire alors que ces humilités venaient d'être levées. Vous autorisez la confiscation de ce bien, vous suspendez le fonctionnement de sa formation politique. Avec tout ça, vous pensez qu'il allait se taire les humilités, et vous applaudir? Je crois que nous sommes à la 6e année du régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est depuis plus de 6 ans que Kabila n'est pas président de la République. C'est depuis plus de 6 ans qu'il est sénateur à vie, qu'il est ancien président. Pourquoi les 6 ans se sont écoulés? Il n'a jamais été inquiété. Posez-vous la question, alors pourquoi aujourd'hui on demande la levée de l'immunité? C'est-à-dire il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez, lorsque on vous donne toutes les considérations du monde et que vous empiétez, vous piétinez sur ces considérations-là, j'allais dire, et d'emblée, on doit vous traiter comme tel, à mon avis. Lorsque vous allez à l'encontre des normes établies, on vous traite comme tel. C'est ça qui a poussé à saluer la levée des immunités de Joseph Kabila. Bon, est-ce que nous devons saluer? Nous devons laisser la justice faire son travail. Comment comprenez-vous que plusieurs membres de l'Union sacrée ont salué cette levée des immunités? Non, moi je ne réfléchis pas comme ça. Moi je ne peux pas saluer parce que je ne peux pas prendre l'une ou l'autre partie. Je ne peux ni prendre la partie de Joseph Kabila, ni prendre la partie de la justice. Moi je préfère que la justice fasse son travail. Je crois que si la justice trouve des éléments pour l'inculper, elle ne doit pas hésiter, parce que tout simplement la justice est l'élimination. Monsieur Faniel, on laisse la justice faire son travail. Parce que vous êtes en train de parler, d'après vous, vous avez bien voulu que Kabila soit toujours taiseux et que le fait qu'il ait parlé, ça vous met très très mal à l'aise parce que toutes les faiblesses du pouvoir sont balancées officiellement à la face du monde. Mais finalement, aujourd'hui c'est plus de 100 jours depuis que Goma et Bukavu sont entre les mains de belligérants, toujours pas de solution. Est-ce que le fait que Kabila soit là et que ça a apporté la solution, parce que le pouvoir jusque-là traîne le pas de pouvoir le faire, est-ce que ça ne peut pas contribuer à la stabilité du pays? Est-ce que Kabila peut apporter une solution à la Pourquoi crise? pas? Il était ancien chef de l'État. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pourquoi je vous dis qu'il pouvait le faire s'il avait gardé une neutralité remarquable. Malheureusement, il a... Donc aujourd'hui, au moment où nous sommes, Kabila ne peut pas parler au régime en tant qu'ancien président. Donc il a perdu cette étiquette-là déjà. Vous partagez l'avis de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, qui a confirmé, selon lui, que Kabila appartient au passé et qui n'avait aucune leçon à donner au pouvoir en place. À mon avis, lui-même, Joseph Kabila s'est mis dans cette posture-là. Hein. Il s'est mis dans cette posture. Moi, à mon avis, si il était resté neutre, il garderait sa puissance en tant qu'ancien président de la République. Alors, comment vous devinez... Vous avez évoqué ici la suspension du PPRD. J'allais aussi répondre là-dessus, la suspension du PPRD. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que déjà le PPRD manifestait être proche de la rébellion? Comment ça? Du fait que déjà... le PPRD envoyait un à un des cadres. Il n'envoyait pas. Est-ce que vous avez vu des lettres de transfert, monsieur Faniel? Avez-vous des preuves par rapport à ce que nous avons constaté? Ce que nous avons constaté avec vous est qu'il y a eu des cadres qui quittaient le PPRD. Non, vous avez constaté seul. Le cadre du PPRD. Ne nous mêlez pas dans avec vous, Congolais, tous les Congolais ont constaté qu'il y a eu des cadres du PPRD qui ont rejoint le M23. Alors, pour voir clair, quoi de plus dont on parle, qu'on puisse d'abord suspendre le PPRD. Aujourd'hui, nous apprenons également qu'il y a eu encore d'autres cadres, si pas même les sommets du PPRD, qui se retrouvent déjà à l'Est, qui sont allés rejoindre Joseph Kabila dans ses démarches.
Ce qui n'est pas mal. Jusque-là, il reste en République démocratique du Congo, M. Fagnuel, et que tout le monde est libre de pouvoir sillonner. Oui, justement, ils sont libres. Mais pourquoi choisir le moment où Joseph Kabila arrive à l'Est et vous choisissez d'aller là-bas? Si vous avez des affaires à Goma et qu'on apprenait M. Fagnuel a atterri à Goma, peut-on comprendre en concluant que vous serez au service des agresseurs? Si je suis allé pour les affaires, je n'irai pas voir Joseph Kabila. Mais eux non plus. Je n'irai pas voir qu'ils sont partis. Si jamais je n'irai pas visiter les camps de concentration de l'AFC M23. Donc, je vais y aller uniquement pour mes affaires. Et d'autres situations, notamment politiques, militaires, tout ça ne va pas me concerner. Vous voyez? Donc ici, moi, je pense qu'il convenait mieux au président du PPRD de rester d'abord calme, observer. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai comme l'impression qu'il a confirmé à tous ses partisans qu'il est affaibli. Il confirme qu'il est affaibli. Comment ça? Donc, le fait de se retrouver à Goma, c'est ça qui explique qu'il est affaibli, M. Fagnuel. Ah oui, parce que quelque part, quand il choisit d'aller à la rébellion, où il y avait déjà des dirigeants, vous savez très bien que le numéro 1 qui était connu, c'était Corneille Nangaa, avec les Sultani Makenga, les Bertrand Bissimois qui venaient à sa suite. Mais quand lui arrive, je suis sûr que l'ordre est bouleversé. Même lui-même, d'abord, Joseph Kabila, lorsqu'il est allé là-bas, qu'est-ce qu'il envisage? Est-ce qu'il va être à la tête de ce mouvement-là? Et s'il décide d'être à la tête de ce mouvement, est-ce que ceux qui étaient à la tête vont l'accepter facilement? Et vous voyez qu'il est... Monsieur Fagnuel, parce que nous en parlons, voudriez-vous dire à tous nos téléspectateurs que vous avez eu à bien faire l'analyse du discours de Joseph Kabila, parce qu'il y en a aussi d'autres qui l'ont fait, surtout au niveau international. Vous avez suivi l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, qui a dit que Kabila est dans sa légitime défense et que tout ce qu'il a eu à dire, justement, ça montre, ça résume la situation actuelle en RDC, que tout est en berne. C'est ce qu'il a dit. Comment vous réagissez face à ces propos de l'ancien président sud-africain? Je ne sais pas pourquoi Jacob Zuma va encore noyer Joseph Kabila. Pas Jacob Zuma, c'est l'ancien Thabo Mbeki, l'ancien président de la République. Je ne sais pas, Thabo Mbeki, pourquoi il l'a noyé comment? Il va encore noyer Joseph Kabila en disant, par exemple, qu'il était dans la légitime défense. Donc, il veut dire que Joseph Kabila, en prenant son papier pour nous lire ce discours-là, c'était pour essayer de se protéger contre les immunités levées, contre des mesures judiciaires contre lui, lancées contre lui. Est-ce qu'il a pris cette option pour se protéger? Et là, ça l'affaiblit. Ça l'affaiblit parce qu'un homme d'État ne peut pas avoir de la justice. Vous avez vu Constant Moutamba. Nous en parlons tout à l'heure. Répondez d'abord. Un homme d'État ne peut pas avoir peur de la justice. Il affronte la justice. J'ai vu en Guinée Moussa Dadis Camara, en exil, revenir affronter sa justice. Est-ce qu'on peut dire que... Donc, un homme d'État, il devrait se dire, moi, je n'ai pas des choses que je me reproche, même par rapport au M23, même par rapport à tout ce qu'on m'accuse, je rentre prouver. Je rentre devant la justice, j'affronte la justice. Comme l'a fait Matata Pognon, mais malheureusement, il n'a pas eu gain de cause. Il est rentré au pays affronter la justice. Oui, Matata Pognon est rentré affronter la justice. Il n'est pas dit que quand vous revenez affronter la justice, vous devez avoir gain de cause. Non, ça dépend de la manière dont la justice va orienter tous les éléments de preuve en sa possession. Le fait pour Joseph Kabila de voir ses humilités être levées au niveau de la Chambre haute du Parlement, une première, peut-on conclure que cela entre dans les cadres de la jurisprudence pour tous les futurs anciens présidents de la RDC? Bon, écoutez, lorsque vous êtes président de la République, vous pouvez être protégé par ces immunités-là en fonction, et dans l'exercice de vos fonctions. Mais si une fois vous êtes sorti de ces fonctions-là, les actes criminels que vous allez commettre vont permettre... Les actes criminels. Ah oui, mais c'est comme ça qu'on peut les qualifier. Si vous commettez des actes criminels, votre chambre, même si vous êtes sénateur à vie, votre chambre aura le droit, si la justice le lui demande, d'élever
ces immunités-là. Donc, même les futurs présidents peuvent s'attendre à être livrés à la justice. Nous pouvons dire que tout celui qui va passer président de la République doit être tout simplement correct, juste, comme elle l'est pour le moment. C'est pas un règlement des comptes. Comme elle est pour le moment, Félix Tshisekedi, il faut rester correct, comme ça vous n'aurez pas de problème. Mon règlement de compte, qui veut régler des comptes à Joseph Kabila? Moi je pense qu'il donnerait raison à ceux qui disent que c'est le règlement de compte s'il n'avait pas pris cette position-là d'aller au M23, au vu aussi de tout. Alors vous veniez tout à l'heure d'en parler, affaire Constant Moutamba, les dossiers est au niveau de la Chambre basse du Parlement. Comme ça s'est dit déjà, le ministre de la Justice traduit en justice par la justice. Ça rime, une première en heure de ça. Vous êtes de l'Union sacrée et ça vous fait quoi de voir plusieurs qui sont à la gestion faire objet de détournements en se basant également sur la récente révélation faite par l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi. C'est quoi votre lecture, vous, Union sacrée? Alors, le dossier Excellence Constant Moutamba m'a laissé un tout petit peu perplexe. C'est le cas de le dire. J'ai compris une chose, que c'est là qu'on peut parler du règlement de compte. J'ai eu comme l'impression qu'on voulait lui régler des comptes, tout simplement. Par qui? Pourquoi? Parce que par celui qui a lancé cette démarche de la levée de ses immunités. Parce que lorsque vous entrez dans la procédure par rapport au marché, de gré à gré, il y a bien sûr 5 étapes. Mais néanmoins, les gens peuvent préparer les dossiers et sauter une étape. Ce n'est pas d'emblée qu'en sautant une étape qu'on peut décider ou conclure qu'il y a eu détournement. Il y a une possibilité que même la loi laisse de revenir sur la procédure, même si les travaux ont déjà commencé, même si l'argent est déjà décaissé. On peut revenir sur la procédure pour une régularisation. La loi prévoit aussi tout ça. La loi prévoit. Et quelle est cette étape qui a été omise dans la passation de ce marché pour la construction d'une prison à Kisangani? Oui, il y en a qui parlent de la fiche d'approbation qui devait provenir de la Première ministre. Alors, la fiche d'approbation, je peux dire que c'est même la dernière étape. Moi, je suis dans le domaine des infrastructures, des constructions, avec l'État congolais parfois. La fiche d'approbation, c'est ça la dernière étape. Après toutes les autres étapes, autorisation, demande de l'avis de non-objection, et ainsi de suite, jusqu'à la fiche d'approbation, et c'est fini, le marché est lancé. Mais néanmoins, vous pouvez, si vous n'avez pas la fiche d'approbation, ce n'est pas que d'emblée qu'on vous traite d'un détourneur. Alors, M. Fagnuel, s'il vous plaît, vous avez encore la parole. Parce que vous parlez des 5 étapes, vous parlez de la dernière, justement, où nous savons, d'après l'article, on nous dit que si jamais, en 10 jours, l'autorité compétente de pouvoir approuver ce marché de gré à gré ne s'est pas prononcée par d'office automatiquement. Donc, la validation est lancée. Tout à fait. D'accord. Mais ici, l'on revient même par la formation, la durée d'exercice de travaux. La dite entreprise n'a qu'un capital de 5 000 $ et que, d'après nos informations, cette entreprise n'a même pas 5 mois d'existence. C'est là qu'il y a le problème. Comment une entreprise qui a à peu près 5 000 $ comme capital, n'est-ce pas ça, peut gérer plus de 39 millions de dollars. Alors qu'en entre-temps, 19 millions de dollars ont été déjà décaissés. C'est là qu'il y a le problème, l'intention. Vous savez, monsieur Émile, dans cette histoire de capital social, il y a à boire et à manger dans notre pays. Si on vous donne le capital social de TFM, vous risquez de piquer une crise par rapport au niveau de TFM. Si on vous dit seulement le petit montant dans les statuts de TFM, qui est là comme capital social. Alors vous voudrez dire quoi? Une entreprise peut avoir suffisamment de moyens, mais officiellement déclare comme capital social 5 000 $. Ce serait quoi l'intention? Ça dépend. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Ils savent comment ils vont procéder par rapport aux besoins de ce projet-là. Mais ce n'est pas légal, M. Fagnuel. Ce n'est pas légal. Non, c'est-à-dire quoi?
c'est par rapport aussi aux associés. C'est par rapport aux choses. Nous pouvons être à 3, nous disons, ok, nous allons nous associer pour créer une entreprise. Chacun va s'adapter parfois aux moyens des autres. Mais même si il y a l'un parmi les associés qui a suffisamment de moyens, il peut les réserver d'abord à côté. Bon, pardon. Dans le financement des travaux, il intervient maintenant comme quelqu'un qui vient aider la société. Cette fois-là, il a sa part hein, qui va lui être réservée en dehors de en dehors des quotes-parts réservées à chaque associé. Alors, Monsieur Faniel, vous avez encore la parole. Comment vous expliquez, vous êtes dans l'union sacrée, et ici, nous parlons de la Cour de cassation. Ici, comment vous expliquez ce bras de fer? Vendée qui fait la procédure normale, justement parce que les données qui sont à sa disposition, en tout cas, lui donnent cette obligation de pouvoir demander l'autorisation à l'Assemblée nationale afin que le ministre soit soumis, n'est-ce pas ça, devant la justice. Alors, il a fait seulement la procédure, mais nous voyons le ministre sortir et tenir un discours public dont la plupart considèrent peut être courtois vis-à-vis du procureur général près la Cour de cassation. Bon, comment, à votre niveau, vous avez pu analyser ce bras de fer? Je crois que le ministre a voulu aussi montrer que le procureur devrait les respecter. Est-ce que c'est de bonne loi? C'est dans la rue qu'on peut le faire? Est-ce que c'est sur la place publique qu'il fallait clamer son innocence? Sur le plan de la hiérarchie, en principe, le ministre est quand même au-dessus. Non, mais ici, nous avons affaire à des institutions, M. Faniel, ce n'est pas des individus. J'en viens. Sur le plan d'abord de la hiérarchie, le ministre est son chef. Ça, c'est d'un. Des deux, lui, en utilisant cette procédure, déjà, il a mis le ministre sur la place publique devant une honte. Non, c'est entre institutions, deux institutions. Vous avez le Parlement et la justice. L'Assemblée est médiatisée, mon frère. L'Assemblée nationale, où il a demandé la levée des immunités, c'est médiatisé, c'est suivi en direct à travers le pays et même à travers le monde, parce que la RTNC est sur satellite. Donc allez-y comprendre que quelque part, le ministre devrait se voir humilié sur le plan national et sur le plan international. D'où il fallait répliquer. Et puis de trois, il vous souviendra que le ministre avait donné injonction à la justice de mener des enquêtes sur le procureur général qui lance aujourd'hui des enquêtes aussi sur lui. Vous voyez? Donc, il était déjà sous enquête par rapport justement à la malversation financière. Vous voyez? Il était sous enquête. C'est pourquoi moi j'ai évoqué l'aspect de règlement des comptes. Parce que vous êtes sous enquête, initié par le ministre de la Justice. Et vous aussi, demain, vous initiez aussi. Mais c'est parce qu'il y a des données. Les données sont là. Il n'est pas parti juste pour la partie des plaisirs. Non, il a les données justement par rapport aux actions du ministre. Moi, j'ai suivi la lettre, la lecture de la lettre à l'Assemblée nationale, par le rapporteur de l'Assemblée nationale. J'ai suivi la lettre. Tout ce qui a été évoqué, j'ai compris que c'est encore au niveau de la procédure. Donc, on reproche au ministre de n'avoir pas respecté la procédure et que le juge décide d'appeler ça détournement. Parce qu'il y a eu déjà l'ordre de décaissement. Est-ce que l'intention était bonne? Est-ce que cet argent a disparu? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Je me suis posé cette question-là. Est-ce que les 19 millions ont disparu? Est-ce qu'on ne s'est pas retrouvé cet argent dans le compte du ministère de la Justice? Mais si tel est le cas, pourquoi est-ce que le ministre a donné l'impression de s'agiter? Non, je vous ai dit tantôt qu'il a réagi à son humiliation. Il n'a pas voulu qu'il soit comme ça. Parce qu'un homme d'État, ça vaut la peine en tant qu'homme d'État et de réagir. Non, à un moment donné, il faut aller dans des pièces contre pièces. Hein, pour essayer un tout petit peu de nettoyer la réputation qu'on veut tout simplement éclabousser. Et avec tout quand même, vous savez bien que le ministre de la Justice commençait à faire rêver quand même les Congolais par rapport aux réformes de la justice. Qui l'a freiné? S'il a fait commencer, qui l'a freiné? Lorsqu'il commence à recevoir déjà des coups bas pour essayer de toucher sa psychologie, afin qu'il soit un tout petit peu découragé, alors s'il lui a compris ça dans ce sens, il ne peut que sortir de cette façon-là. Et aussi, à mon avis, je me suis dit, il veut encourager les Congolais, que nous allons coûte que coûte arriver à
redorer l'image de Et ça vous fait quoi, vous, d'apprendre toujours de détournement à gauche, détournement à droite? Alors, avant que vous ne soyez au pouvoir, vous étiez autrefois en train de tirer à boulet rouge sur la gestion du pays sous Kabila. Aujourd'hui, c'est vous. On dirait ce sont les mêmes réalités qui s'observent. Ces détournements, ça nous fait quoi? Moi, je peux vous confirmer, noir sur blanc, et clairement que je ne suis pas d'accord avec toute personne qui détourne même un franc de l'État, même un franc congolais de l'État. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais néanmoins, à mon avis, nous devons savoir faire la part des choses. Lorsque quelqu'un est déclaré détourneur des deniers publics, je crois nous devons laisser aux instances spécialisées de nous prouver. Quand vous parlez des instances, vous faites allusion à la justice. Ah oui, justement. Cette justice remise en cause de par son animateur. Non, vous savez, il ne faudrait pas que ça paraisse comme un jeu de ping-pong. C'est là où c'est. Moi, je pense que pour le procureur général, même si ce cas-là était là, il devrait peut-être attendre que l'enquête qui était déjà en cours sur lui puisse d'abord aboutir. On vous sent pro Mutomba, qu'il soit peut-être innocenté, et puis après, lui aussi lancé. Monsieur Fognel, quelle leçon est l'image que nous donnons dans le public, justement, lorsque le ministre de la Justice, il dit « Moi, je ne veux pas comparaître devant la Cour de cassation. » Et j'ai même interdit au secrétaire général de la justice, justement, de pouvoir répondre aux invitations du procureur général près la Cour de cassation. C'est quoi l'image et la leçon que nous pouvons tirer? Est-ce que c'est Constant Mutomba qui parle? Je ne pense pas que c'est Constant Mutomba qui parle. C'est bel et bien lui, la vidéo est là. Oh, vous pensez qu'il y aurait une montage? C'est son humiliation qui parlait. Ah bon? Ce n'est pas lui. C'est son humiliation. Quand quelqu'un est humilié, il se donne le droit de réponse. Alors, lorsqu'il prend cette position-là, je vous dis, c'est pas lui, c'est cette humiliation-là qui prend cette position. Cette humiliation collée à l'individu. Plus jamais ça. Pour dire plus jamais ça. Ah, je crois que tous, nous devons d'abord nous ressaisir. Même le PG lui-même, près la Cour de cassation, doit se ressaisir. Donc nous avons affaire à des animateurs qui agissent par émotion. Non, mais vous venez de dire, c'est pratiquement par émotion. Quand on parle de l'humiliation, ce n'était pas Mutomba, c'était son humiliation. Non, on suppose que c'était donc l'émotion. Bon, est-ce que c'était dans l'émotion? Je crois que lorsque vous suivez tout ce qu'il a dit, nulle part où il s'est perdu. Sinon, on allait parler de l'émotion. Il a fait seulement de la défensive. Écoutez, il ne devrait que montrer à la face. Mais le cadre n'était pas approprié, monsieur Fognel. Non, il était au ministère de la Justice. Il n'a pas fait un meeting populaire. Il avait les agents du ministère de la Justice. Les agents qui le plébiscitent. Est-ce que c'était propice? Pourquoi pas? Est-ce qu'il fallait qu'il reste dans cet opprobre qu'on avait jeté sur lui? Est-ce qu'en disant ça, vous estimez qu'il est dédouané de l'affaire? Bon, je crois qu'à mon avis, en disant cela, tout le monde reste dans cette confusion-là de savoir qui dit vrai finalement. Alors l'avenir nous dira la vérité. D'où la justice doit continuer. Nous dira la vérité. Doit continuer avec la procédure. Bon, si la justice va réussir à continuer. Ah bon? Pourquoi vous Parce que le problème, il y a cette enquête-là qui pèse d'abord sur celui qui a initié cette... Non, ici, ce n'est pas au nom de l'individu Vondé qui a entamé la procédure. C'est la Cour de cassation, M. Fognel. Pourquoi vous ne voulez pas dissocier l'affaire? La Cour de cassation, qui a donné cet ordre? Qui a donné cet ordre? Qui a lancé officiellement? Qui a écrit à l'Assemblée? Qui a signé cette lettre qui est à l'Assemblée? Ce n'est pas toute la Cour. Ça a quand même une signature. C'est cette signature-là qui est sous enquête. Pourquoi vous êtes pro Mutomba, comme le disait Christian tout à l'heure, et vous êtes en train de minimiser l'affaire? On dirait que vous êtes son représentant. 19 millions de dollars, c'est pas peu, monsieur Fognel. Non, c'est beaucoup d'argent. Alors, comment vous banalisez? Je crois que si les faits s'avèrent vrais, nous ne pouvons pas encourager Mutomba de détourner cet argent. Moi, mon problème, c'est qu'à un moment donné, il faut rester dans ce qui est un tout petit peu légal. Lorsque il y a une procédure qui n'a pas été respectée et que la loi vous demande
qu'on peut régulariser cette procédure-là, vous ne pouvez pas aller directement à la deuxième étape ou conclure qu'il y a eu détournement. Alors, vous devez tenter d'abord de régler ça parce qu'il y a des étapes, non? Alors, je vais vous poser une question fermée. Je vais vous poser une question fermée et ça sera la dernière pour cette émission. Plusieurs animateurs dans les institutions sont corrompus, pensent une opinion. Vrai ou faux? Qui pense comme ça? Plusieurs. On parle de l'opinion. On parle de l'opinion. Plusieurs de l'opinion pensent. Bon, il faut poser la question. Oui ou non? Je l'ai bien dit. La question est fermée. Il faut poser la question à l'opinion parce que moi, personnellement, je sais qu'il y en a qui détournent l'argent, que la justice a condamné clairement, mais dire d'emblée plusieurs, bon, écoutez, moi, je ne peux pas m'engager sur cette piste-là, d'autant plus que je n'attends que les résultats de la justice. Monsieur Fanuel Senga, nous rappelons que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Émile Mouyaya, merci. Merci, c'était un plaisir. Merci à Monsieur Fanuel. Merci, monsieur. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.